Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h36, on est de retour dans le studio du Grand Matin sur Sud Radio avec Éric Revel et Elisabeth Lévy. On va évidemment revenir sur l'intervention de Sandrine Rousseau ce matin, députée écologiste au micro de Jean-François Aquili. Elle va proposer une motion de censure et puis elle a eu des mots à propos de Jean-Luc Mélenchon et je sais que mes débatteurs ont très envie de revenir sur ce point. C'est dans un instant. Auparavant, un petit rappel, vous avez encore une demi-heure pour gagner le séjour avec Lagrange Vacances, un séjour de 4 personnes à la mer, à la montagne, Cancale, Sainte-Maxime, Sanary, Biarritz. Vous n'avez qu'à choisir et puis vous envoyez par texto le mot Sud à Sud Radio et vous pouvez voter et on annoncera le nom du vainqueur aux alentours de 9h. C'est le jeu avec Lagrange Vacances ce matin sur Sud Radio. Je vous posais la question tout au long de la matinée. De la canicule. La canicule va-t-elle, selon vous, pénaliser les restaurants cet été ? Vous avez répondu oui à 73%, non à 27%, environ 1 millier de votes ce matin sur Sud Radio et via YouTube et via X. Pourquoi cette question ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu d'abord une étude qui a été faite au sein des professionnels du secteur qui constate sur les 2 premières vagues de chaleur une très forte baisse. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On sera avec Yannick dans un instant. Eric, est-ce que ça fait partie... Une forte baisse de quoi ? Une forte baisse, de la fréquentation, des annulations dans les restaurants, 50% environ selon les restaurants. Pourquoi ? Parce que certains restaurants n'ont pas la climatisation, mais aussi parce qu'il y a une fatigue des employés et les salariés qui ne sont pas préparés à ça. Ça contraint les corps. Ils sont très fatigués et donc il y a eu un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de restaurants. Eric, ça vous fait réagir ? Tout ça, ça me paraît assez logique. Les clients que nous sommes, on n'a pas forcément envie d'aller s'asseoir dans un endroit où il fait 43 degrés. En terrasse, j'en parle même pas. Et puis oui, moi je pense à ces professions, aux gens qui servent, qui prennent vos commandes. C'est absolument infernal. Enfin, quand vous pensez déjà que la période qu'on vient de connaître, on avait tous du mal à dormir quand même. C'était infernal. Imaginez ces gens qui sont dehors en permanence. Puis on peut penser aussi aux couvreurs, aux plombiers, etc. Donc tout ça me paraît tout à fait logique. On va prendre Yannick qui est... je ne sais pas si vous êtes restaurateur. Si, vous êtes restaurateur. Et vous êtes très inquiet. Soyez le bienvenu Yannick. Vous êtes à Paris. Vous avez un restaurant ou une brasserie à Paris, j'imagine ? Oui, j'ai une crêperie à Paris, oui. D'accord. Et vous nous dites que vous êtes très inquiet face à cette canicule et face à cette baisse de fréquentation. Est-ce que vous la confirmez ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est normal, parce qu'en fait, nous le midi, habituellement, mon restaurant est plein, et le fait d'avoir des fortes chaleurs, les gens restent dans les bureaux, donc du coup, ou restent chez eux en télétravail. Donc du coup, ils sont pas présents. Ouais. Le soir, les gens viennent quand même, heureusement. Et j'ai de la chance d'avoir un restaurant qui est connu et où on a tout le temps de la fréquentation depuis 19 ans, on a tout le temps du monde, mais il va falloir qu'on s'équipe. Ça c'est clair et net. Vous voyez, j'ai pensé acheter peut-être 4 gros ventilateurs pour mettre sur la terrasse qui est toute ouverte, de manière à créer au moins un courant d'air pour pouvoir rafraîchir un peu les clients. Et sur l'intérieur, vous êtes équipé, vous avez une clim, vous avez des systèmes pour que la température reste agréable à l'intérieur ? Alors j'avais une clim à l'intérieur, effectivement, et en fait comme tout est en baie vitrée devant et qu'on laisse tout l'espace ouvert, et bien du coup je l'avais enlevé, mais il va falloir qu'on en remette une, parce qu'on a une clim à la cave, parce qu'avec tous les moteurs, il faut rafraîchir aussi le sous-sol, parce que il y a un labo et c'est important, mais il va falloir qu'on remette. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'équipe maintenant. Et est-ce que vous pensez que c'est toute la profession, puisqu'on a vu cette enquête à laquelle vous étiez peut-être d'ailleurs convié, qui raconte la grande inquiétude de votre profession, restaurateur et hôtelier, puisqu'ils ont constaté déjà une forte baisse sur les 2 premières semaines de canicule. Il y en a une prochaine, la semaine prochaine, nous annonce Météo France. Est-ce que vous considérez qu'il faut, j'ai envie de dire, tout revoir également dans le milieu de la restauration et qu'il faut tout repenser ? Je pensais notamment aux horaires, par exemple, et adapter tout cela. Je pense aux salariés. Alors pour les salariés, c'est dur. Moi, je leur ai mis à disposition, il y a un studio au-dessus, ils pouvaient aller prendre des douches, quand ils souhaitaient. Et en fait, pour eux, c'était dur, ça c'est clair. Et
de travailler sous ces fortes chaleurs, de sortir les équipements, enfin le matériel de terrasse, etc. C'est très difficile. Et puis, Et concernant les horaires, Yannick, est-ce que par exemple ouvrir tôt le matin, décider de fermer, je pense aux pays comme la Grèce ou l'Espagne ou l'Italie, où ça fait bien longtemps qu'on s'est déjà adapté aux horaires caniculaires ou aux étés très chauds, avec une ouverture tôt le matin et tard le soir. Non, vous n'êtes pas trop pour, vous? Non, nous on peut pas tellement. J'ai une licence 4, donc effectivement je pourrais peut-être l'exploiter, mais sincèrement je pense pas. Moi, les gens ils viennent pour déjeuner et pour dîner essentiellement, quoi. Donc non, c'est un peu compliqué ça. Merci Yannick, et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300 pour nous parler de cette problématique aujourd'hui et ce constat que vous faites, restaurateur, hôtelier, face à cette baisse de la fréquentation. Elisabeth, peut-être un commentaire sur ce sujet. Écoutez, je suis navré, mais voilà, il fait chaud. D'accord, donc ça crée des désagréments. Quand il fait froid, ça crée des désagréments. Quand il pleut, ça crée d'autres désagréments. Quand il y a une maladie, une épidémie, ça en crée encore. On peut passer notre temps à se plaindre ou, comme Yannick, faire ce qu'il faut sans dire c'est l'État, c'est machin. Yannick, il essaye de s'adapter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que nous allons passer notre temps à nous plaindre de ce qui est difficile? Oui, c'est difficile, les gens. Moi, je suis allé au marché samedi matin. Vous croyez qu'ils se plaignent? Ils sont là, les gars, travailler au marché en ce moment, c'est compliqué. Ils vont bosser. Et oui, si vous voulez, moi je veux bien qu'on perde du temps. Et quand il y a un volcan en Finlande, en Islande, je sais plus, qui arrête les avions, les avions sont arrêtés. Faut quand même arrêter de se plaindre tout le temps et plutôt prendre les choses à bras le corps. Et c'est exactement ce que fait Yannick. Il essaye de trouver des solutions, mais répéter aux gens toute la journée, c'est un problème, vous savez. Alors oui, les gens pensent, vous interrogez les gens en leur disant, alors est-ce que c'est compliqué pour les restaurateurs? Oui, c'est comme les couvreurs, par exemple, chez moi, en face de chez moi, il y a un rabalement, ils viennent évidemment tôt le matin. Mais ils s'adaptent, absolument. Arrêtons d'expliquer, si vous voulez, que nous vivons. On essaye, Elisabeth, de donner aussi des éléments de comparaison, et par rapport aux horaires, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, par rapport à des vœux, par rapport à un changement, et par rapport à des appréciations qui sont différentes selon ce que l'on est en train de vivre, et c'est ça aussi notre rôle. Mais vous avez poussé votre coup de gueule et vous avez bien fait. Il est 8h44 dans un instant, Sandrine Rousseau, et on parlera également de Vichy. Pourquoi? Parce que le maire de la ville en a assez qu'on l'associe au régime de Vichy. Restez avec nous. 8h44. On va réécrire l'histoire alors. Non, 8h44, je suis sûr qu'Elisabeth Lévy, j'ai aussi pensé à vous pour ce sujet. Moi je l'associe à l'autre Vichy. Ah oui, très bien. 8h44 sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. L'heure du grand débrief, Elisabeth Lévy et Éric Revel sont autour de la table. Sandrine Rousseau était l'invitée ce matin de Jean-François Aquili. Et elle dit ceci à propos de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr qu'il peut choquer Jean-Luc Mélenchon, sa candidature a des faiblesses, mais il est le plus en dynamique, phrase qui peut-être va faire réagir Éric Revel. Elle est claire, Sandrine Rousseau, elle veut défendre Jean-Luc Mélenchon. Qu'avez-vous pensé de son intervention ce matin ? D'abord, quand Jean-François Aquili lui parle du 7 octobre, il parle de faiblesse dans la sortie de Jean-Luc Mélenchon, qui remet en cause le caractère terroriste du pogrom du 7 octobre. Drôle de vocabulaire, pardonnez-moi, une faiblesse. Ça veut dire que on peut discuter de le fait de savoir si le Hamas pourrait perpétrer de nouveau ce type, c'est de ça dont elle veut discuter. Il est dans la provoque. Elle est dans la provoque et elle reprend cette provocation. La provoque. Enfin, elle n'est pas dans la provoque. Pardon. Non, mais moi, je vais parler en sortant, je vais poser la question, j'ai dit, je comprends pas, vous étiez, sur le 7 octobre, vous avez été impeccable, absolument sans ambiguïté. Maintenant, c'est un sujet de discussion. Oui, c'est un problème, mais c'est pas rédhibitoire. Et je suis absolument sidéré par ce qui est en train de se passer. Tout passe crème. C'est-à-dire que ça fait 3 jours qu'on nous enquiquine parce qu'un journaliste a fait une erreur en diffusant un son qui était mal interprété, mal monté, etc. Mais des déclarations, vous voulez, qui justifient ou qui encouragent l'antisémitisme plus ou moins implicitement de Jean-Luc Mélenchon, je vous en trouve 150. La dernière, c'est cette affaire du 7 octobre. À propos de ce journaliste, Jean-Luc Mélenchon a répondu, je crois sur Twitter, en disant « Ah, mais peut-être que France Culture est sous influence
influence étrangère. Donc, pardon, si ça, c'est pas rédhibitoire, je veux dire, je suis, à vrai dire, absolument désespéré. Je trouve cette gauche misérable, dégoûtante. Et le pire, pardon, c'est pour ça que je suis désespéré, c'est que je ne suis pas sûr que ça va lui aliéner des électeurs. Éric Revel, une partie de la gauche va à la soupe avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est le mieux placé. Et Vous pensez à Sandrine Rousseau ? Et tant pis si on a... Je rebondis sur ce que vient de nous dire Elisabeth, et elle a raison. On passe sur... l'antisémitisme d'atmosphère développé, parce qu'on ne sait plus très bien comment il faut l'appeler. Ceci étant dit, je rappelle que M. Enthoven a eu raison de pouvoir qualifier Jean-Luc Mélenchon du terme passionnément antisémite. LFI. Pardon. LFI. Pas Jean-Luc Mélenchon. Un tribunal a reconnu ce droit-là. Je le dis parce qu'on fait très attention à la façon de présenter les choses, mais à minima, cet antisémitisme d'atmosphère développé, entretenu, et qui fait qu'aujourd'hui, tant pis, Sandrine Rousseau, elle dit... oui, il a des petites faiblesses. Vous voyez, ce qui est incroyable, c'est que l'écologie, avec ce qu'on vit aujourd'hui, est un sujet majeur, il n'y a pas de doute. Mais quand je vois Europe Écologie Les Verts, qui les représente, qui a un biais gauchiste absolument incroyable, moi je pense que Madame Rousseau est sur le point de céder peut-être, d'assurer son transfert à LFI. Je vous le dis comme je le pense. Il y a 12-13 000 adhérents à Europe Écologie Les Verts. Quand elle s'est présentée contre Madame Tondelier, qu'elle taille à longueur d'interview, elle a fait 2000 voix. Vous voyez, elle a fait 2000 voix sur les 12 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Donc elle est ultra minoritaire. Donc elle voit que son horizon politique est obscurci. À mon avis, voilà, elle essaie de tendre le terrain. Là, mais moi, c'est le sentiment que ça me donne. Peut-être qu'elle aura l'investiture le moment venu. J'en sais rien. Mais pardon, c'est absolument incroyable. Vous savez, à l'époque, on disait, pour se moquer un peu des radicaux de gauche, quand il y avait des cabines téléphoniques qui se réunissaient dans des cabines téléphoniques et que ça suffisait. Mais l'écologie est un sujet ultra sérieux, trop sérieux, pour la confier à Europe Écologie Les Verts et à leur biais gauchiste. C'est quoi une cabine téléphonique ? Oui, je sais. Mais ça, vous avez connu. Mais je vous remercie. Allez, on passe à ce sujet et ce regard de Benjamin Glaise qui est revenu dans le studio, mon cher Benjamin, parce que vous avez vu cette information passer à propos du maire de Vichy, Frédéric Aguilera, qui dénonce l'utilisation du terme régime de Vichy dans l'intitulé du brevet d'histoire-géographie, et ça le fait réagir. Oui, effectivement, régime de Vichy, ça figurait dans l'intitulé de cette épreuve du brevet. Il veut tout simplement la bannir, cette expression-là. Pour cela, il a écrit une lettre ouverte au ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Dans ce courrier, il déplore que l'utilisation de ce terme entraîne, je cite, une confusion durable entre une ville et un régime politique en lieu et place du régime de Vichy. Le maire LR demande au gouvernement qu'on parle plutôt de l'État français, car, explique-t-il, c'est bien l'État français qui a engagé une politique de collaboration et participé à la déportation des Juifs de France. C'est pas la première fois Frédéric Aguilera demande à ce qu'on en finisse avec le terme de régime de Vichy. Il en parlait déjà en 2024 dans une interview. On tient effectivement à ne pas être résumé à cette époque-là. C'est d'une absurdité. On a 2000 ans d'histoire, on n'a pas 4 ans d'histoire. C'est une ville qui a 2000 ans d'histoire. Donc il faut assumer les grandes heures de Vichy comme les heures sombres, et ce qui s'est passé là à cause de l'État français et parce que la France a choisi de mettre la capitale ici. Il faut qu'on l'assume, qu'on l'explique et qu'on fasse de la pédagogie et surtout pas dans le déni. Mais les Vichysois ont l'habitude effectivement d'être stigmatisés. Faire de la pédagogie, c'est pour ça qu'il a décidé d'écrire au ministre. Selon le maire de Vichy, parler d'État français plutôt que de régime de Vichy permettrait d'ailleurs aux élèves de prendre conscience de la fragilité de notre République. Dans sa lettre, qu'il a partagée par ailleurs sur les réseaux sociaux, il écrit, je le cite, « L'histoire ne consiste pas seulement à retenir des dates ou des événements, elle permet aussi de comprendre qu'une démocratie peut disparaître, qu'une république peut être abandonnée, qu'un régime autoritaire peut naître par un simple vote, en l'occurrence celui du 10 juillet 1940, qui accorda les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. » Elisabeth Lévy, est-ce qu'il faut dire plutôt dans les devoirs d'histoire, est-ce qu'il faut plutôt parler de l'État français et non pas du régime de Vichy ? D'abord, on parle des deux. Quand vous faites de l'histoire de façon un peu rigoureuse, évidemment, vous dites l'État français, régime de Vichy. C'est dans le langage courant, ça arrive souvent qu'on qualifie un certain nombre d'institutions, de phénomènes par le lieu où ils sont nés. Écoutez, je suis navré, on va pas réécrire l'histoire
histoire pour le maire de Vichy. Il ne demande pas à ce qu'on réécrit l'histoire. Alors, rappelons que Vichy est une ravissante ville, pleine de charme, thermale. Eric va certainement nous en dire un mot, parce que certainement vous allez soigner vos rhumatismes. Non, à Vichy, pas encore, mais c'était la réponse de la bergère au berger. Je bois de Vichy Saint machin. Il y a des pastilles aussi Vichy, vous voyez. Oui. Mais juste pour être très sérieux, sans refaire l'histoire, il faut quand même rappeler que François Mitterrand avait refusé de considérer que Vichy était l'État français. C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui dira il y a une responsabilité de l'État français. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, vous voyez, souvent, on explique que la gauche serait progressiste politiquement, n'aurait pas de tabou. Alors, c'est vrai que François Mitterrand est porté l'ordre de la francisque, mais c'est Jacques Chirac. Alors, il a été radical socialiste aussi, lui, mais vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et donc, voilà, rappelons-nous quand même de ce petit détail. C'est pas tout à fait ça, Eric. C'est que, pardon, si vous me permettez je vous en prie. De vous contester, personne n'a nié que le régime que nous avons appelé l'État français, produit par ce qu'on a appelé la Révolution nationale, travail, famille, patrie, siégeait à Vichy. Personne ne disait le contraire. On disait simplement que la France n'était pas là, que la légalité française, la légalité républicaine était à Londres. Personne ne conteste la vérité. Ce qu'on appelait l'État français était bien sûr à Vichy, mais ça n'était pas la France. Je vous parlais de François Mitterrand. Non, mais même François Mitterrand, écoutez juste ce que je vous dis, il ne disait pas l'État français. Ce qu'on appelle l'État français, c'est une réalité institutionnelle. C'était le régime de Vichy. En revanche, oui, mais l'État français n'était pas à Londres non plus. Mais non, mais parce que vous n'entendez pas, vous répondez à un truc que je dis pas. C'était pas le terme de responsabilité qui était prononcé par Jacques Chirac. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis De Gaulle, on a considéré non pas que l'État français n'était pas à Vichy, puisque ça c'est synonyme, on a considéré que la France n'était pas dans l'État français. Voilà, c'est ça que je veux dire, dans ce qu'on appelait l'État français. Et moi, j'étais pour cette fiction gaulienne, gaulliste et mitterrandienne effectivement, qui disait effectivement la vraie France, même si elle était minoritaire, était à Londres. Mais juste, c'est une question de terminologie. Enfin, si Mitterrand disait que la vraie France était à Londres, le nombre de critiques qu'il a adressées ensuite au pouvoir entre guillemets autoritaire de Gaulle, vous avez je veux dire, rend encore le personnage de François Mitterrand encore plus flou. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Non, mais vous avez raison de faire le rapport. C'est assez paradoxal. Merci à tous les deux pour ce petit éclairage. Et non, merci. mais c'est l'histoire qui continue, et l'histoire qui continue de nous travailler tous dans les livres d'histoire pour le maire de Vichy, et puis évidemment à travers les appréciations des uns et des autres par rapport à comment on vit cette histoire. Il faut arrêter de dire qu'on ne regarde pas cette histoire en face. Je ne crois pas qu'il y ait un sujet sur lequel il y a eu plus de films, de colloques, que les turpitudes de Vichy. Donc 8h57 en tous les cas sur Sud Radio, c'est la fin du Grand Matin. Dans un instant, c'est Jean-François Aquili sur l'antenne de Sud Radio. Je vous retrouve demain. Merci à Manu et à John qui étaient aux manettes ce matin, et merci à Joseph Ruiz également qui nous prépare ces matinales. À demain, très bonne journée à tous.